Freud 8.3. Il n'y a pas le moindre doute sur les conditions qui dominent la symptomatologie de la paralysie cérébrale. Ce sont les faits de l'anatomie, la construction du système nerveux, la distribution de ces vaisseaux et la relation entre ces deux séries de faits et les circonstances de la lésion. Nous avons dit que le nombre moindre des fibres qui vont de la moelle au cortex en comparaison avec le nombre de fibres qui vont de la périphérie à la moelle est la base de la différence entre la paralysie de projection et celle de représentation. De même, chaque détail clinique de la paralysie de représentation peut trouver son explication dans un détail de la structure cérébrale et vice-versa. Nous pouvons déduire la construction du cerveau des caractères cliniques des paralysies. Nous croyons en un parallélisme parfait entre ces deux séries. Ainsi, s'il n'y a pas une grande facilité de dissociation pour la paralysie commune, c'est parce que les fibres de conduction motrice sont trop rapprochées sur une longue partie de leur trajet intracérébral pour être lésées isolément. Si la paralysie corticale montre plus de tendance aux monoplégies, c'est parce que le diamètre du faisceau conducteur brachial, crural, etc. va en croissant jusqu'à l'écorce. Si de toutes les paralysies corticales, celle de la main est la plus complète, cela vient, croyons-nous, du fait que la relation croisée entre l'hémisphère et la périphérie est plus exclusive pour la main que pour toute autre partie du corps. Si les segments périphériques d'une même extrémité souffrent plus de la paralysie que le segment central, nous supposons que les fibres représentatives du segment périphérique sont beaucoup plus nombreuses que celles du segment central, de sorte que l'influence corticale devient plus importante pour le premier qu'elle n'est pour le dernier. Si les lésions un peu étendues de l'écorce ne réussissent pas à produire des monoplégies pures, nous en concluons que les centres moteurs sur l'écorce ne sont pas nettement séparés les uns des autres par des territoires neutres, ou qu'il y a des actions en distance, Fernwirkungen, qui annuleraient l'effet d'une séparation exacte des centres. De même, s'il y a dans l'aphasie organique toujours un mélange de troubles de diverses fonctions, ça s'explique par le fait que des branches de la même artère nourrissent tous les centres du langage, ou si l'on accepte l'opinion énoncée dans mon étude critique sur l'aphasie, parce qu'il ne s'agit pas de centres séparés, mais d'un territoire continu d'association. En tout cas, il existe toujours une raison tirée de l'anatomie. Les associations remarquables qu'on observe si souvent dans la clinique des paralysies corticales, aphasie motrice et hémiplégie droite, alexie et hémianopsie droite, s'expliquent par le voisinage des centres lésés. L'hémianopsie même, symptôme bien curieux et étranger à l'esprit non scientifique, ne se comprend que par l'entrecroisement des fibres du nerf optique dans le chiasma. Elle étant l'expression clinique comme tous les détails des paralysies cérébrales sont l'expression clinique d'un fait anatomique, comme il ne peut y avoir qu'une seule anatomie cérébrale qui voit la vraie, comme elle trouve son expression dans les caractères cliniques des paralysies cérébrales, il est évidemment impossible que cette anatomie puisse expliquer les traits distinctifs de la paralysie hystérique. Pour cette raison, il n'est pas permis de tirer au sujet de l'anatomie cérébrale des conclusions basées sur la symptomatologie de ces paralysies. Assurément, il faut s'adresser à la nature de la lésion pour obtenir cette explication difficile. Dans les paralysies organiques, la nature de la lésion joue un rôle secondaire. Ce sont plutôt l'étendue et la localisation de la lésion qui, dans les conditions données de structure du système nerveux, produisent les caractères de la paralysie organique que nous avons relevés. Quelle pourrait être la nature de la lésion dans la paralysie hystérique qui, à elle seule, domine la situation, indépendamment de la localisation, de l'étendue de la lésion et de l'anatomie du système nerveux?
Martin Charcot nous a enseigné assez souvent que c'est une lésion corticale, mais purement dynamique ou fonctionnelle. C'est une thèse dont on comprend bien le côté négatif. Cela équivaut à affirmer qu'on ne trouvera pas de changement de tissu appréciable à l'autopsie, mais à un point de vue plus positif, son interprétation est loin d'être à l'abri de l'équivoque. Qu'est-ce donc qu'une lésion dynamique? Je suis bien sûr que ceux qui lisent les œuvres de Martin Charcot croient que la lésion dynamique est bien une lésion, mais une lésion dont on ne retrouve pas la trace dans le cadavre, comme un œdème, une anémie, une hyperémie active. Mais ce sont là, bien qu'elles ne persistent pas nécessairement après la mort, des lésions organiques vraies, qu'elles soient légères ou fugaces. Il est nécessaire que les paralysies produites par les lésions de cet ordre partagent en tous les caractères de la paralysie organique. L'œdème, l'anémie ne pourraient, plutôt que l'hémorragie et le ramollissement, produire la dissociation et l'intensité des paralysies hystériques. La seule différence serait que la paralysie par l'œdème, par la constriction vasculaire, etc., doit être moins durable par destruction du tissu nerveux. Toutes les autres conditions leur sont communes et l'anatomie du système nerveux déterminera mes propriétés de la paralysie aussi bien dans le cas d'anémie fugace que dans le cas d'anémie permanente et définitive. Je ne crois pas que ces remarques soient tout à fait gratuites. Si on lit qu'il doit y avoir une lésion hystérique en tel ou tel centre, le même dont la lésion organique produirait le syndrome organique correspondant, si l'on se souvient qu'on s'est habitué à localiser la lésion hystérique dynamique de même manière que la lésion organique, on est porté à croire que sous l'expression lésion dynamique se cache l'idée d'une lésion comme l'œdème, l'anémie, qui en vérité sont des affections organiques passagères. J'affirme par contre que la lésion des paralysies hystériques doit être tout à fait indépendante de l'anatomie du système nerveux, puisque l'hystérie se comporte dans ces paralysies et autres manifestations comme si l'anatomie n'existait pas, et comme si elle n'en avait nulle connaissance. Un bon nombre des caractères des paralysies hystériques justifient en vérité cette affirmation. L'hystérie est ignorante de la distribution des nerfs, et c'est pour cette raison qu'elle ne simule pas les paralysies périphérospinales ou de projection. Elle ne connaît pas le chiasma des nerfs optiques et conséquemment elle ne produit pas l'hémianopsie, l'hémaniopsie. Elle prend les organes dans le sens vulgaire, populaire du nom qu'ils portent, la jambe et la jambe jusqu'à l'insertion de la hanche, le bras et l'extrémité supérieure comme elle se dessine sous les vêtements. Il n'y a pas de raison pour joindre à la paralysie du bras la paralysie de la face. L'hystérique qui ne sait pas parler n'a pas de motif pour oublier l'intelligence du langage, puisqu'aphasie motrice et surdité verbale n'ont aucune parenté, etc. Je ne peux que m'associer pleinement sur ce point, vu que M. Jeannette a avancé dans les derniers numéros des archives de neurologie. Les paralysies hystériques en donnent la preuve aussi bien que les anesthésies et les symptômes psychiques.